Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve pour une nouvelle semaine d'actualité en direct dans la grande édition sur Canal 10 et l'on commence sans plus tarder avec l'actualité locale. Nous sommes le lundi 24 avril 2017 et voici les titres de ce journal. Harry Chalus se félicite non seulement du score réalisé par le candidat de la France En Marche, mais aussi que la Guadeloupe soit le seul département d'outre-mer à avoir hissé Emmanuel Macron en tête de la présidentielle. Vous l'entendrez dans quelques instants. Le climat social semble pesant au Crédit Agricole de Mickel à Pointe-à-Pitre. Depuis plusieurs mois, l'agence tourne avec des difficultés au vu de nombreux arrêts maladie ou autres congés de formation. En ce temps de crise, toute économie est bonne à faire et les bons comptes font partie des concepts économiques et écologiques qui reviennent à la mode. Un objet qui ne vous sert plus peut être utile à quelqu'un d'autre, alors autant le proposer à l'échange ou à la vente. 47 millions de Français étaient appelés aux urnes ce week-end pour le premier tour de l'élection présidentielle française. Sur les 11 candidats en lice, 2 ont tiré leur épingle du jeu, Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Ces deux candidats se qualifient respectivement avec 24% et 21,3% des suffrages exprimés. Sur le plan local, Harry Chalus se félicite non seulement du score réalisé par le candidat de la France En Marche, mais aussi du fait que la Guadeloupe soit le seul département d'outre-mer à l'avoir hissé en tête. Pour ce second tour, lui et sa formation politique poursuivront leur tour des communes en faveur d'Emmanuel Macron de manière à construire un barrage contre Marine Le Pen au prochain scrutin présidentiel. On l'écoute. Très satisfait que la Guadeloupe soit la seule région à avoir mis en tête Emmanuel Macron avec le travail que nous avons fait. En tant que porte-parole, je pense avoir fait monter avec l'équipe qui me suit, tous ceux qui me soutiennent, et remercier surtout les Guadeloupéens et leur demander tout de suite à transformer cet essai au deuxième tour en masse, car là, nous serons vraiment respectés et pris en compte. Et nous avons un travail à faire dans les autres régions pour pouvoir un peu changer la donne, parce que Marine Le Pen sera à plusieurs reprises deuxième derrière Mélenchon, donc il y a un travail à faire pour pouvoir barrer ce Front National. Nous allons continuer à sillonner la Guadeloupe pour mobiliser cette population, et je pense que là, nous serons vraiment nous irons encore plus loin pour porter Emmanuel Macron vraiment à la présidence de la République. Car nous nous sommes rendus compte, voilà un homme qui veut faire avec nous, mais pas à notre place, comme il l'a toujours dit, que les ultramarins puissent s'investir, demander, dire ce qu'ils veulent pour leur région. Et ça, c'est une chose importante pour nous. Mettre en place par la suite toutes les propositions qu'il a faites pour l'outre-mer, car comme il l'a répété, il considère les Outre-mer exactement comme toutes les autres régions de France. Donc, savoir aujourd'hui qu'il est en tête et qu'il est au deuxième tour et qu'il est soutenu par tous les autres partis pour barrer le Front National est une très bonne chose. Et nous allons en Guadeloupe continuer à travailler pour pouvoir le faire. Mais la chose la plus importante, c'est qu'aujourd'hui, les Français ont changé la donne politique, veulent autre chose. Et ça a été un peu ma politique, rappelez-vous, en 2015, où je disais, ensemble, gauche, droite, centre, quel que soit, mettons-nous ensemble pour faire évoluer les choses. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui en France, dans l'Hexagone. Le Parti socialiste, sanctionné par les urnes, lui accuse une lourde défaite en étant relégué à la 5e place de ce scrutin. En effet, en ne mobilisant que 6,4% des électeurs, ils ont dit adieu au second tour et d'ores et déjà appelé au rassemblement autour d'Emmanuel Macron. On écoute Georges Paul-Angevin au micro de Maurice Cessé. C'est vrai que le score de Benoît Hamon est un peu décevant, mais à partir du moment où nous voyons que la gauche s'était répartie entre 3 candidats finalement, entre Mélenchon, Hamon et M. Macron, on savait bien que le résultat n'allait pas être extraordinaire. Finalement, ce qui sort des urnes, c'est peut-être la moins mauvaise solution, puisque nous avons un candidat qui est centriste et qui sera affronté à l'extrême droite. Nous craignons plus que tout d'avoir un affrontement entre Fillon et Madame Le Pen. Donc aujourd'hui, il faut que nous mettions tous nos forces à la balance pour empêcher à Madame Le Pen, que je considère vraiment comme une candidate anti-républicaine, anti-démocratie, de pouvoir accéder au pouvoir. Et j'espère que nous serons tous unanimes cette fois pour lutter contre le Front National comme nous l'avons toujours fait. Je constate d'ailleurs que sur Paris, le Front National a fait 5%,
donc beaucoup moins que les années antérieures. Et je crois que c'est vraiment quelque chose à noter et dont il faut se féliciter. Prenez-vous vos convictions, notamment celle du Parti Socialiste, le fait que les deux partis importants soient éliminés au premier tour? Quelle a été votre réaction? C'est dommage. Ça montre qu'il y a une fragmentation de l'électorat et de la démocratie qui est regrettable. Maintenant, c'est vrai que nous avons, un certain nombre, passé beaucoup de temps à bâtir un Parti Socialiste qui était fort parce qu'il arrivait à faire tenir ensemble le centre-gauche et les gens nettement plus radicaux. Aujourd'hui, ce travail est par terre. Il va falloir recommencer. Pour ce qui est de Jean Cassis, représentant local du troisième homme de la présidentielle, en l'occurrence François Fillon, eh bien ce dernier se satisfait de la campagne menée contre vent et à faire. Selon lui, le peuple français ne souhaite pas encore de réformes et de transformations profondes et préfère pour le moment vivre dans un doux rêve. C'est le peuple français qui s'est exprimé et qui a donné le verdict, et aussi les urnes sont exprimées pour le gagnant. C'est la démocratie, c'est le jeu de la démocratie, et nous respectons la volonté du peuple français, le peuple souverain qui s'est exprimé. Immense merci pour notre équipe, et aussi immense merci pour les Guadeloupéens qui se sont exprimés en faveur de François Fillon. Je les remercie. Et aussi cette volonté des quelques militants républicains qui étaient autour de nous, avec nous aussi à côté de notre équipe, pour faire la campagne de François Fillon. C'est formidable. Nous avons vécu des super moments, des moments forts, et nous continuons parce que rien n'est perdu. Certes, le combat continue avec d'autres investis du parti, et nous ferons une campagne également à côté de ces investis. Je pense que c'est qu'il y avait un acharnement médiatique, ce que je veux dire. Peut-être qu'il y avait une petite machination, on va dire, mais cette machine à broyer a essayé de déstabiliser notre candidat, mais le candidat est resté droit dans ses bottes. Et avec nos convictions, nous avons essayé de convaincre, mais je pense, même avec la force de conviction qu'on a, on a vu un refus. Peut-être la population ou le peuple français aujourd'hui qui ne veut pas de transformation profonde, qui ne veut pas des réformes profondes, qui ne veut pas une mesure d'austérité, qui veut continuer à vivre tranquillement, mais alerte et attention, c'est danger. On ne peut pas continuer comme ça. Le pays mérite des réformes, a besoin des réformes. Et c'est pour cette raison que nous avons le programme de François Fillon, qu'on le porte toujours et qui est toujours présent, et aussi on le défendra par la suite. Un premier tour de l'élection présidentielle qui a donc vu l'éviction du Parti Socialiste, des Républicains, mais aussi d'un nouvel homme fort de la politique française, à savoir Jean-Luc Mélenchon. Le dimanche 7 mai, vous serez de nouveau appelé à vous prononcer en faveur de Marine Le Pen ou d'Emmanuel Macron. Mais en attendant, que pensez-vous du résultat de ce premier tour? Anne-Elisabeth Artsen est partie à votre rencontre. On savait que comme Trump est passé, Macron pourrait toujours passer. En principe là, comme ils font barrage tous pour un, un pour tous, Le Pen ne va pas passer. Vous voyez, ils se sont coalisés contre Le Pen. Bon, mais j'ai pas voté Le Pen entre nous. Mais c'est dégueulasse. Et on parle de démocratie. Oui, je pense que Macron va passer. Franchement, entre nous, non, pas vraiment. Mais bon, fallait s'y attendre avec tout ce qui se passe de nos jours. Je pense que la majeure partie des Guadeloupéens a décidé de vraiment voter pour le FN. Tout le monde veut changer, puisqu'on a déjà essayé la droite, on a déjà essayé la gauche. C'est toujours le même résultat. Donc, et il n'y a pas qu'ici, puisque aussi en France, c'est pareil. Donc si chez eux-mêmes, ils réagissent comme ça, donc fallait pas s'étonner que l'on soit pareil également. Je pense quand même que je ne souhaite pas que Le Pen arrive à la présidentielle. Je m'attendrais plus à Jean-Luc Mélenchon. Il avait un charisme, il avait une capacité à persuader, à convaincre un petit peu les jeunes comme les adultes. Et c'était plus dans cette perspective que j'orientais mes convictions. Pourquoi pas? Pour voir le changement, pour voir qu'est-ce que ça donne avec elle. Surtout que ce serait, c'est une femme. Bon,
Est-ce qu'il se peut que son opinion soit différente par rapport aux hommes? Si on peut dire oui, je ne pourrais pas dire autre chose. Hein. C'est la population qui décide. Moi, je suis là et je regarde. J'avais pensé dans ma tête que c'était ce qui allait se passer. Et je suis contente. On verra bien qui va l'emporter. Le climat social semble pesant au Crédit Agricole de Mickel à Pointe-à-Pitre. Depuis plusieurs mois, l'agence tourne avec beaucoup de difficultés au vu des nombreux arrêts maladie ou autres congés de formation. Vendredi dernier, le responsable de l'agence tirait la sonnette d'alarme en refusant de lever les rideaux. Les salariés ont d'ailleurs exercé leur droit de retrait aujourd'hui afin d'obtenir audience auprès de leur direction. En fait, nous faisons jouer aujourd'hui face à la situation dégradée de l'agence de Mickel depuis de nombreux mois, dû à des absences tant pour des raisons de congés de maladie, congés annuels et formation, et surtout après que le responsable de l'agence ait plusieurs fois alerté la direction et à de nombreux échanges qui en attestent, et surtout après le refus du directeur d'agence d'ouvrir l'agence vendredi matin. Nous avons décidé, et surtout, le droit qu'ont fait jouer les collègues, le droit de voter qu'ont fait jouer les collègues, nous avons fait un droit d'alerte soumis par le CHSCT. Et aujourd'hui encore, en arrivant dans la continuité, nous nous sommes rendus compte que les choses n'ont pas évolué. Donc, le droit d'alerte est toujours d'actualité, le droit de retrait est toujours d'actualité. Et en ce sens, nous avons décidé, nous, organisations syndicales et élus, de prendre nos responsabilités et d'accompagner nos collègues dans leur démarche. Une démarche, un appel au secours qui date de très longtemps et qui aujourd'hui n'a toujours pas trouvé un écho favorable au niveau de la direction. D'où notre action ce matin d'empêcher, entre guillemets, l'ouverture de l'agence à la clientèle. Nous attendons que notre direction a déjà été informée, c'est sûr, que l'agence n'a pas ouvert ses portes. Et nous attendons un retour de la direction. Mais comme nous savons de manière générale qu'elle fait toujours la sourde, nous allons nous rendre au siège et demander un entretien à cette direction. Puisqu'en toute logique, elle devrait déjà s'inquiéter de savoir pour quelle raison l'agence est fermée. Nous ne l'avons pas vu, contrairement à vendredi où il y a eu le directeur commercial qui est venu, qui a fait ouvrir l'agence. Et le torchon brûle entre l'UTC, UGTG et le président de Route de Guadeloupe, en l'occurrence Harry Chalus. En attente de négociations sur l'application effective de protocole datant de 2016, eh bien, les syndicalistes exigent des réponses écrites. Plus de précisions dans ce reportage. Bon matin là, nous avons arrêté en négociation suite en débrayage que nous fait semaine passée. On va rappeler que le président à Route de Guadeloupe, il précisait dans toutes les chaînes qui n'y a en Guadeloupe qu'il peut parler avec l'UTC encore. Mais seulement bon matin là, nous ne pouvons pas négocier avec Jean Baoudaï qui a une délégation pour mener négociation là, parce qu'il n'y a pas de mandat pour engager financièrement l'établissement là. Nous avons rappelé que nous avons un protocole qui est signé depuis en 2015. Ensuite, nous re-signons un protocole avec M. Charles, qui est président de Guadeloupe depuis en 2016, à rien pour respecter un protocole là. Nous voyons en proposition de revalorisation régime indemnité qu'on nous fait en toute Guadeloupe. Nous allons continuer. L'autre côté, nous avons signé, qui a appliqué, et ici, pour gens signer, et pourquoi appliquer. Nous avons rappelé, et de toute façon, le président de Guadeloupe savent ça très bien, c'est lui qui est président, c'est veille nous qui négocier, et c'est lui qui signé le protocole là, que nous qui signé, nous qui discuter concernant la revendication là, et nous avons les moyens pour ça, parce que moyens, nous tout le monde connaît lui, c'est pour après, pour nous pas dit qu'il a été ouvert à la négociation, et l'UTC fait. Nous avons rappelé encore que dans toute collectivité de Guadeloupe, depuis nos négociations, mais là peut pas être présent, d'accord, mais il y a un mandat pour engager la collectivité là. Et incident singulièrement, directeur incident et directeur adjoint, M. Kilin et M. Pondoff, ils savent très bien que nous avons négocié incident. En tout cas, à Haute-Guadeloupe, il y avait des élus qui passent systématiquement président, mais qui tenaient un mandat écrit pour négocier avec nous. Et c'est ça que nous avons demandé. Tout le temps, pas un mandat écrit, nous pouvons négocier.
Si pas de mandat, ça veut dire que c'est le président là qui l'a. Et de toute façon, ça peut durer longtemps. Nous avons les moyens rapidement pour nous mettre le président à 6 et pour nous négocier. Si l'ensemble des points, nous avons rappelé, l'ensemble, nous avons fait bilan à protocole que nous signons ici dans 2016, revalorisation du régime indemnitaire, régularisation à la NBI et une série de cas particuliers parce qu'en dîner établissement, nous avons souffert toujours parce qu'il a subi la pression et aussi le harcèlement. Chaque année, Pôle emploi adresse un questionnaire à plus de 1600 entreprises afin de connaître leurs besoins en recrutement par bassin d'emploi et secteur d'activité. Pour des résultats de l'enquête 2017, la Direction régionale de l'emploi a remarqué 2 signaux positifs pour notre économie. 12 000 projets de recrutement ont été recensés, dont les 2 tiers dans le secteur des services, mais aussi le recul de 6,9 points du pourcentage d'offres difficiles à pourvoir. On se rend au Yacht Club à Pointe-à-Pitre en compagnie de Jeff Taylor pour la présentation de ces chiffres. C'est une enquête qui s'est déroulée auprès de 17 000 entreprises de Guadeloupe. Donc c'est une enquête locale. Et sur ces 17 000 entreprises, on a posé la question, est-ce que vous avez des besoins de recrutement? Est-ce que vos recrutements sont difficiles? Enfin, une batterie de questions qui permettent aujourd'hui de sortir une enquête des besoins en main-d'œuvre sur la Guadeloupe pour l'année 2017. Cette enquête, on a eu un retour de pratiquement 4 000 entreprises, où effectivement ça a permis d'avoir une visibilité sur les recrutements. Ce qui est positif, c'est qu'on a, par rapport à l'an dernier, plus 4% de recrutement par rapport à 2016. Et c'est environ 12 000 recrutements qui sont identifiés aujourd'hui pour l'année 2017. Alors on sait que chaque année, en réalité, il y a plus de recrutements que ce qu'il y a en besoin en main-d'œuvre déclaré. Pour autant, ça donne une indication et ça permet notamment de travailler sur les secteurs et du coup sur la formation associée. Sur les dernières années, on a toujours eu une croissance de l'emploi qui varie selon les secteurs bien évidemment, et cela montre qu'il y a une tonalité forte dans notre tissu socio-économique qui pourrait s'exprimer encore beaucoup plus si on levait les verrous. On est dans un monde de société, je crois qu'on a les mêmes valeurs que Pôle emploi. C'est quoi une union d'entreprises? Ce n'est pas toutes les entreprises qui sont à l'UDE, c'est toutes celles qui partagent des valeurs citoyennes, qui croient à l'entreprise, non pas pour le profit, mais le profit c'est finalement que du sang, hein, c'est ce qui permet à une entreprise de vivre, mais pour développer le pays, pour satisfaire le besoin de la population, et en particulier répondre à ce qui est un peu un échec de ce que nous avons conduit, c'est une demande d'emploi qui est trop forte et trop insuffisamment satisfaite, avec une priorité absolue, c'est l'emploi des jeunes, parce qu'un pays dont la jeunesse se désespère n'a pas de futur. Faisons un retour maintenant sur la cérémonie d'ouverture de la Semaine de l'Afrique. Berceau de l'humanité et de toutes les civilisations, ce continent aura été pendant des siècles victime de pillages et de déstabilisation de la part des pays occidentaux. À l'heure où les dirigeants africains s'organisent afin de récupérer leur souveraineté politique et économique, la question des liens avec les afro-descendants est de plus en plus prégnante. Regardez. L'Afrique, non seulement est le berceau de l'humanité, et le berceau de toutes les civilisations que nous connaissons aujourd'hui, mais que l'Afrique, malgré ses apparences actuelles, malgré les difficultés actuelles, l'Afrique doit se relever. L'Afrique a de l'avenir. Tout le monde dit que même l'Afrique est le berceau même, disons, l'avenir de l'humanité. Donc, les Guadeloupéens, dont l'histoire est connue, qui viennent essentiellement de l'Afrique, eh bien, ont aussi leur contribution à porter dans le relèvement de l'Afrique. Le thème, le sujet de cette année, c'est place et implication de la diaspora dans le développement de l'Afrique. Et quand on parle de diaspora, on parle des afro-descendants, des Africains qui vivent en Guadeloupe, en gros les Antillais et les Africains. Et donc l'idée, c'est de réfléchir à comment, après des années de l'histoire qui nous ont séparés, comment réfléchir à unir ces frères qui sont séparés à cause du passé, afin que les Antillais puissent participer au développement de l'Afrique, puissent investir sur le continent africain, qui reste le continent de l'avenir, parce qu'en 2050, l'Afrique
aura le tiers de la population mondiale. Et la nouvelle Chine, c'est l'Afrique. Donc on souhaiterait que nos frères guadeloupéens puissent être nos partenaires à participer à ce développement au lieu que ce soit les multinationales et qui investissent essentiellement sur ce continent. En ces temps de crise où toute économie est bonne à faire, eh bien les brocantes font partie de ces concepts économiques et écologiques qui reviennent à la mode. Un objet qui ne vous sert plus peut être utile à quelqu'un d'autre, donc autant le vendre à un très bas coût ou bien l'échanger, comme c'était le cas au village de Jarry. C'est une grande brocante, un peu un vide-grenier. Vous pouvez trouver des vêtements pour enfants, pour adultes, des objets pour la maison, de décoration. Vous pouvez trouver des jouets, vous pouvez trouver un peu tout, hein, de la vaisselle, un peu de tout. Voilà. On essaye d'organiser à peu près 3 ou 4 brocantes par an pour pouvoir récolter des fonds et après les utiliser. Cette fois-ci, on aimerait les offrir aux enfants du service pédiatrique de l'hôpital de Pointe-à-Pitre. Nous sommes un club service, Agora Guadeloupe. Nous faisons partie d'une organisation qui s'appelle Agora France ou Agora International autour de plusieurs clubs. Nous sommes 4 clubs d'hommes et de femmes qui nous regroupons grâce à nos différences pour s'enrichir sur différents thèmes. Notre club est un club service. Nous avons décidé d'aménager la salle pédiatrie parents-enfants du CHU afin de leur permettre d'avoir un espace de loisirs, un espace de détente avec les enfants dans un moment qui n'est pas toujours évident. Donc nous avons récolté des dons, des jeux, des vêtements, des tables, du mobilier. Nous avons aussi la participation gracieuse d'un de nos membres en fait, qui nous a permis d'avoir une fresque réalisée gracieusement. Moi j'adore faire les brocantes, mais je suis exposante. Hein. J'adore voir du monde. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est vivant. Et ici, je trouve que c'est très agréable. Malheureusement, la pluie nous gêne un peu. Et j'espère que ça ne va pas trop arrêter les visiteurs. Parce qu'on a besoin de visiteurs. Hein. On veut faire rentrer les sous. Mais je pense que c'est très bien. Il devrait y en avoir davantage. Ouais, on devrait faire ça plus souvent. Et le samedi, c'est très bien. Parce qu'il y a d'autres marchés au plus le dimanche matin. Mais on n'aurait pas pu venir. Comme c'est samedi, on peut venir. Parce que moi, je fais aussi les dimanches. Avant de se quitter, on se défoule à l'occasion du déboulé sportif de la ville des Abîmes. Marcheurs et coureurs ont transpiré au rythme du groupe. Cette fois-ci, c'était Reality Bimas. Ce soir, nous sommes aux Abîmes pour la seconde édition du déboulé sportif. Donc en fait, l'association de tir de champions a pour but de promouvoir le sport, donc d'encourager à la pratique du sport. Et donc nous sommes à notre deuxième édition. La première avait eu lieu au parcours sportif de Jarry. Et donc à la demande des participants, on a renouvelé aux Abîmes en partenariat avec le bus Santé Bocase, donc qui permet de faire un petit dépistage de tension artérielle, diabétique. La réunion aujourd'hui, on va dire que c'est une réunion conviviale où on va essayer d'allier le carnaval au sport. C'est une opportunité pour tout un chacun d'avoir une pratique sportive et en même temps de joindre l'utile à l'agréable. Le côté ludique du carnaval sera là, le côté convivial sera là aussi et le côté sportif, d'où ma présence aujourd'hui où j'essaierai de donner le meilleur de moi-même en tout cas. L'enjeu de cette réunion, en mon sens, c'est surtout sport bien-être, sport santé, sport comme exutoire. Et on sait que le carnaval est un événement majeur pour notre île et pour la majorité de notre population. Donc il nous appartient d'utiliser justement cet événement-là dans ce cadre-là et faire en sorte que tout le monde y prenne plaisir et tout le monde en profite surtout. Nous sommes en partenariat avec la ville des Abîmes, Jogger Sport et aussi Terre de Champions. Et c'est aussi un concept qui vient du BMAO MIMAS. Ce concept permet de nous réunir en dehors du carnaval, car le sport c'est important pour nous, pour la santé. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes donc arrivés au terme de votre session d'information de ce lundi 24 avril. Merci pour votre fidélité à ce programme. L'information locale revient demain à 18h30.
À venir dans la grande édition sur Canal 10, le talk de l'info. Bien évidemment, ce soir, nous ferons un débrief sur le premier tour de l'élection présidentielle. Et à cet effet, je recevrai Samuel Cazomon, qui est... soutien à Emmanuel Macron, l'un des premiers soutiens d'ailleurs à Emmanuel Macron. Nous aurons aussi Evelyne Ménard qui elle est plus partisane du vote blanc, ainsi que Johanna Desverrieux qui m'accompagnera pour cette interview. A tout de suite.